Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Monsieur Christophe Boisbouvier, journaliste à Radio France Internationale, une voix bien connue à travers l'émission L'invité Afrique et ses interviews cash. Bonsoir, Monsieur Boisbouvier. Bonsoir Jean-Emmanuel et merci à la RTB, la radiodiffusion télévision du Burkina, de me recevoir. Merci à vous pour la disponibilité surtout. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Boisbouvier, je l'ai dit, vous êtes le spécialiste des interviews cash sur RFI. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de passer de l'autre côté et d'être celui, c'est plus facile d'être celui qui pose les questions? Oui, je suis plus à l'aise quand je vous pose des questions que quand je réponds à vos questions. Mais je suis content de partager mon expérience avec vous et avec les gens qui nous écoutent et nous regardent. Alors, M. Boisbouvier, vous êtes diplômé de Sciences Po, 1979. Sciences Po, une école prestigieuse par laquelle sont passés beaucoup de grands leaders politiques de la France, mais de bien d'autres pays. Alors, la première question qu'on se pose, comment un diplômé de Sciences Po se retrouve dans le journalisme? Alors, d'où vous est venue cette passion? Tout vient de ma passion d'enfance, qui est la passion de l'histoire, en fait. J'aime l'histoire, j'aime la Révolution française, Danton, Robespierre, les bagarres entre eux. J'aime toute l'histoire des grands pays depuis l'Égypte ancienne. Et c'est peut-être même certainement cette passion de l'histoire qui m'a amené à vouloir suivre l'histoire au temps présent, puisqu'on a souvent coutume de dire que les journalistes sont les historiens du temps présent. Mais précisément, est-ce qu'il y avait une figure qui vous inspirait dans le journalisme? Vous avez cité, si vous êtes passionné d'histoire, il y a clairement également des grands spécialistes de l'histoire qui auraient pu également vous inspirer. Mais là, est-ce qu'il y avait des figures dans le journalisme auxquelles vous souhaitiez vous identifier, par exemple? Oui, il y avait par exemple, quand j'étais jeune, il y avait un historien qui passait très bien à la télé en France qui s'appelait Alain Decaux. Alain Decaux raconte, et il racontait les événements de l'histoire de France comme si on y était. Et puis il y a autre chose qui m'a passionné quand j'étais gosse, c'était les grands événements sportifs. Et j'écoutais le Tour de France à la radio. Et j'ai encore dans l'oreille des ascensions de col, des batailles entre Anquetil, Poulidor, Merckx et compagnie, Zotemelk, Hinault, comme si j'y étais, parce que le commentateur qui était sur sa moto racontait l'ascension du col pour le rendre très vivant. Et je me suis dit, tiens, un jour j'aimerais, et ça m'est arrivé, j'ai eu la chance de couvrir un Tour de France en 2008. Le commentaire sportif amène aussi beaucoup à bien reconnaître le métier de la radio. Mais votre rêve, c'était quoi dans le journalisme? Est-ce que c'était de devenir une vedette? Est-ce que c'était d'être au cœur de l'actualité? Parce que le journalisme, comme on dit, mène à tout, avec de l'actualité souvent brûlante. Ici, vous avez parlé de sport, mais quel était véritablement votre rêve en entrant dans le journalisme? Le grand reportage. Le grand reportage, c'est-à-dire, j'avais le sentiment que j'étais un peu à l'étroit dans les frontières de la France, qui est un grand pays, mais voilà, il y a beaucoup d'autres grands pays. J'avais envie d'aller voir ailleurs. Et notamment en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, pour voir l'histoire se faire. Le végétariat aussi? Non, parce que le végétariat, c'est une notion assez relative. Quand vous êtes à la radio, vous êtes le membre d'une équipe. Vous savez, à RFI, par exemple, des grands reporters, vous en avez plusieurs dizaines qui font toutes très bien leur travail. Donc vous êtes une de ces voix. Voilà. Mais vous contribuez à une équipe. On a vraiment, enfin, c'est comme chez vous, à la RTB, il y a vraiment un esprit d'équipe qui fait que on essaye de promouvoir sa radio, on essaye de faire du bon produit pour les auditeurs. Donc ce n'est pas une course en solo. Alors ici, avant d'entrer à RFI en 1985, est-ce que pour vous la radio c'était une évidence? Est-ce que la passion pour le journalisme était dès le départ une passion pour la radio? Oui, mais attendez, le journalisme c'est la télé, c'est la radio, c'est les réseaux sociaux maintenant, c'est la presse écrite. J'ai eu la chance de travailler pendant 15 ans à Jeune Afrique, où j'ai appris aussi beaucoup de choses, parce que la presse écrite c'est un exercice très exigeant. Il ne faut pas mettre un mot, il ne faut pas écrire un mot à la place de l'autre, en radio non plus, vous allez me dire, et en télé, mais les écrits restent, hein, les paroles s'envolent, les écrits restent.
presse. Donc pour moi, le journalisme, ce n'est pas que la radio, c'est l'ensemble de notre métier. 1985, je l'ai dit, vous débutez à RFI. Alors comment déjà vous avez intégré RFI à cette époque-là et pas une autre radio? À cause de cette passion du grand reportage, voilà, je suis allé voir à l'époque Raymond Pinson, qui était le patron de RFI, et voilà, je rentrais d'un long voyage en Inde où j'avais passé un an, j'étais passionné par Indira Gandhi venait de se faire assassiner, je savais que l'histoire était en marche, je savais qu'RFI était le grand média international en France, voilà. Alors, vous débutez votre carrière en 1985, la même année, premier reportage déjà en Afrique. Déjà l'Afrique, avant de venir en Afrique, est-ce que vous n'aviez pas des appréhensions? Non. Un jeune journaliste français, et puis voilà, qui quitte son confort de l'Hexagone pour se retrouver en Afrique avec tout ce qui était projeté comme image de ce continent-là à l'époque. Non, parce que c'était, rappelez-vous, enfin vous êtes évidemment plus jeune que moi, donc vous ne vous rappelez pas, mais... Beaucoup plus, oui. Évidemment. Mais 85, c'est 25 ans après l'indépendance, donc c'est vraiment des États en construction. J'ai la chance d'être envoyé très vite en République centrafricaine pour couvrir le procès de Jean Bédel Bokassa, à cause des crimes supposés qu'il avait commis pendant son empire. Et je vois une jeune RCA, une jeune Centrafrique, qui est encore dans cette période où elle se construit, où elle essaye de se remettre de cette période un peu étonnante, un peu folle de Bokassa. C'est passionnant. Et justement, cette première expérience, racontez-nous, voilà, ces premiers pas du jeune journaliste Christophe Boisbouvier en Centrafrique. Alors en 85, racontez-nous un peu, parce que est-ce que c'était un peu un saut dans le vide également? Oui, parce que c'est là que je vois combien la fierté nationale, ça compte dans toutes les nations. Je vois on a un avocat français, là, Maître Gibault, qui défend Bokassa, et qui, devant la cour, dit « D'abord, la première chose que j'ai faite en arrivant ici à Bangui, c'est d'aller saluer la mémoire de Barthélemy Boganda, le père de la nation centrafricaine. Je suis allé devant sa tombe, etc., etc. » Et on a senti tout de suite un grand silence se faire dans la salle d'audience, beaucoup d'émotions, parce que un avocat de la défense venu de Paris, il y avait Spinner aussi, avait salué la jeune nation centrafricaine. Mais à l'époque... J'ai compris que la fierté nationale, c'était fondamental. Est-ce qu'il n'y a pas eu un choc de culture également? Bien sûr, oui. Voilà, vous débouchez sur le continent, première expérience, voilà. Racontez-nous comment le contact déjà avec les différentes parties prenantes, comment on rend compte de ce procès quand on arrive comme ça et que... vous savez, c'était une époque où mais c'était pas très ancien en France aussi non plus. C'était une époque où la peine de mort, ça existait encore. Donc Bokassa, il risquait sa tête. La peine de mort n'avait été abolie en France que 4 ans plus tôt. Donc le choc des cultures, oui, il y a... les Européens d'un côté, les Africains de l'autre, ok, mais on est tous des hommes et on est devant une cour d'assises et vous avez un accusé qui risque de perdre sa tête, donc c'est pas rien. Je veux dire, Africains, Européens, c'est pareil. On est journaliste, on suit un procès pénal avec peut-être à la fin une condamnation à mort possible. Voilà. Et il fallait rendre compte de cela, bien sûr. Là, il faut raconter ça aux auditeurs de RFI. Dans les différentes éditions. RFI, le Quai d'Orsay, l'Afrique, la France-Afrique, est-ce qu'à cette époque-là, parce que c'était quand même une époque, vous l'avez dit, c'était 25 ans après les indépendances, mais on était quand même dans une relation assez forte entre la France et puis ses ex-colonies. Est-ce que vous n'avez pas craint, peut-être en ce moment-là, d'être peut-être un instrument de la politique extérieure également? Oui, c'est-à-dire que il y a eu un moment intéressant pendant le procès Bokassa, c'est quand l'accusé prend la parole et avec sa grosse voix rocailleuse dit «
j'accuse la France de m'avoir renversé. Évidemment, il faisait allusion à l'opération Barracuda quelques années plus tôt. J'accuse la France d'être responsable de tous les malheurs de mon pays et de mes propres malheurs. Donc évidemment, j'ai envoyé le son à Paris. Et à Paris, les rédacteurs en chef, ils n'étaient pas très très chauds pour passer ce moment de radio où sur RFI on accusait la France. Mais c'était le procès, donc il fallait le passer. C'est ça la liberté de la presse. Justement, mais peut-être que vous n'aviez pas peut-être mesuré cet aspect de la chose, parce qu'il est clair que vous êtes quelque part où la France a des intérêts, a eu des intérêts, a eu des implications. Peut-être que c'était le jeune journaliste naïf, peut-être qui ne mesurait pas... Oui, c'est vrai. Et quand j'ai senti la résistance de mes rédacteurs en chef de l'époque, je me suis dit, ah oui, alors d'accord, je comprends. Là, je suis sur RFI, il faut faire attention à ce qui passe sur RFI quand on parle de la France. Mais en même temps, c'est la radio, c'est le métier de journaliste. Vous avez une cour d'assises, vous avez un procès où vous avez évidemment les avis contradictoires, l'accusation, la défense et l'accusé lui-même qui parle. Eh bien, il faut dire la vérité, il faut raconter. Quand il fait soleil, vous ne dites pas qu'il pleut. Et quand l'accusé dit « j'accuse la France », ben, vous répétez ce qu'il a dit, évidemment. Mais est-ce qu'il y avait une ligne éditoriale claire que vous aviez intégrée avant donc d'arriver en Afrique? Je peux parler de la ligne éditoriale de RFI à cette époque. Est-ce que vous étiez conscient que c'était également d'une manière ou d'une autre une radio liée au Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, et que bien sûr, il allait avoir des implications dans la défense des intérêts également de la France? Si vous racontez des histoires, si vous ne dites pas la vérité, les gens ne vous croient plus, vous n'êtes plus crédible. Les gens vous quittent, les gens vont passer à une autre radio, ils vont passer à un autre média parce qu'ils vont se dire RFI, c'est que de la propagande pour la France. Donc, on sait très bien à RFI, et depuis mon arrivée à l'époque, en 85, on sait très bien que notre premier devoir, c'est de dire les choses comme elles sont. C'est d'être fidèle à la vérité des choses. C'est de relater les faits. Après, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut respecter, dont on parlera peut-être dans cette émission. Mais la première des conditions pour que les gens nous écoutent, pour que nous soyons crédibles, c'est de raconter ce que nous voyons devant nous, ce que les gens nous disent. Mais est-ce que vous n'avez pas de crainte? Parce que souvent, on a l'impression que dans certains pays, on juge RFI à l'aune des relations bilatérales entre le pays donné et puis la France. Tout de suite, c'est comme s'il y a une étiquette en fait qui est placée. Est-ce que vous avez vécu cela? Oui, mais ça c'est évidemment quelquefois l'amalgame qui se fait, parce qu'il est français, il est le porte-parole de tel pouvoir politique. Nous sommes journalistes. C'est vraiment pour nous, pour toutes mes collègues, pour tous mes collègues de RFI et de France 24 et des médias que je connais, avec qui j'ai eu la chance de travailler, c'est vraiment, on n'est pas diplomate, on n'est pas ambassadeur, on n'est pas homme politique, on ne fait pas le même métier, on est journaliste, et quand on est journaliste, eh ben, on est honnête. Le premier des principes, je crois, c'est l'honnêteté professionnelle, dire les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Croyez-vous à l'objectivité du journaliste? L'objectivité, c'est un mot trop fort. Moi, je dirais, parce qu'on est citoyen. On a tous des convictions. Jean-Emmanuel, je suis sûr que vous avez des convictions personnelles. Absolument, oui. En tant que citoyen burkinabé. J'ai des convictions en tant que citoyen français. Je vais voter. J'ai une carte d'électeur. Voilà, j'exerce mon droit de vote tous les 5 ans à la présidentielle, aux législatives, etc. J'ai voté au municipal à côté de Paris cette année. Donc voilà. Mais par ailleurs, je m'efforce à l'honnêteté, c'est-à-dire à ne pas reproduire mes sentiments politiques, mes convictions à l'antenne, et à être le plus, moi je dirais, le plus équilibré possible, c'est-à-dire à donner la parole aux uns et aux autres. La liberté est une valeur bien sûr chère à tous les journalistes. Est-ce que vous avez un jour eu le sentiment de ne pas être libre? Ah, c'est une bonne question, ça. D'être coincé dans une situation... il y a des situations compliquées, ouais, il y a des situations compliquées. Je me souviens d'un putsch au Niger dans les années 90. Un putsch militaire, je vais donc
au Niger couvrir ce putsch, je vais jusqu'à Agadez, où je rencontre l'ancien gouverneur qui a été mis en prison par les militaires. Et je suis autorisé à l'interviewer. Mais j'interviewe un prisonnier. C'est très compliqué comme situation. Parce que, alors en même temps c'est un document, parce que c'est la parole d'un gouverneur, d'un acteur, d'un ancien gouverneur qui est en prison. Mais en même temps, c'est la parole d'un prisonnier, donc c'est une parole contrainte, donc je ne peux pas la diffuser. Donc dans ces cas-là, je me suis dit non, je ne peux pas passer une parole de prisonnier parce que c'est pas honnête. Il ne me dit pas vraiment tout ce qu'il pense parce qu'il y a deux gardiens autour de lui. Oui. Il n'est pas libre. Et du coup, possession de ses... Ouais, il n'est pas libre et du coup, je ne suis pas libre non plus de passer l'interview que j'ai faite avec lui. Vous voyez. Monsieur Boisbouvier de la Centrafrique en 1985, votre aventure en terre africaine micro en main va vous conduire sur des terrains pas toujours faciles. Vous avez parlé tantôt du Niger, des théâtres de guerre également, la Somalie en 1992, le Rwanda en 1994. Ces deux expériences, qu'est-ce que vous en retenez? Je retiens du Rwanda que on n'a sans doute pas été assez prudent, mais on ne pouvait pas le savoir à l'avance non plus. Nous, les médias en général, je ne parle pas de RFI en particulier, par rapport à la montée des tensions politiques et ethniques dans les années 92-94, avant le génocide. Et qu'en donnant la parole à des gens qui appelaient à la lutte contre l'ethnie d'en face, on a participé involontairement à la préparation de cet acte abominable qui a eu lieu en avril 1994. Et donc je retiens de ça que vraiment s'il y a quelque chose auquel on doit faire très très attention aujourd'hui, c'est empêcher la diffusion de tout appel à la haine et à la violence. Ça c'est vraiment, pour nous c'est une ligne rouge. Vous n'avez pas pu voir venir à l'époque ce drame? Ben, vous savez, avant, si on avait su à l'avance qu'un génocide allait être perpétré, évidemment tout le monde aurait essayé de l'éviter. Hein, mais voilà, tout ce qui est vraiment tout ce qui est appel au ressentiment, à la violence. Et puis alors autre chose qui est très important, c'est tout ce qui est appel au ressentiment ethnique. Ça c'est vraiment fondamentalement quelque chose qu'il faut éviter, à mon avis, sur toutes les antennes. Vous, à l'époque, en 1994, les médias, sans le savoir, ont été... On a laissé la... Oui, alors, évidemment... Il y avait les 1000 collines, bien sûr, bien sûr, évidemment, voilà. Évidemment, les 1000 collines ont fait un travail abominable, et évidemment, les autres médias, les grands médias internationaux n'y ont pas participé. Mais peut-être qu'il aurait fallu plus diffuser, à ce moment-là, des appels à l'apaisement, à la réconciliation... ça a été terrible, par exemple, mais donc le 7 avril 1994, au petit matin, on a donc l'avion du président Habyarimana est abattu la veille au soir, le 6 avril vers 20h30. Les massacres vont commencer le 7 avril à partir de 9h du matin. Et à 7h du matin, une de mes collègues de RFI, Monique Mas, appelle Agathe Uwilingiyimana, la première ministre modérée du gouvernement rwandais, qui dit « Je suis très inquiète parce que les violences commencent, je suis obligée de me cacher, j'espère que les violences ne vont pas arriver ». Et 2 heures plus tard, elle est tuée. Et bien, ça remue, vous savez, parce que Monique a interviewé sans doute quelqu'un qui a sans doute prononcé à son micro au téléphone, hein, ses dernières paroles. Voilà. C'est très compliqué. Ouais, sur le plan émotionnel, comment vous l'avez vécu? En quoi ça vous a marqué cet épisode? Bah, humainement, c'est très dur quand vous... oui, c'est très dur. Enfin, quand vous voyez une maman et son enfant morts sur le bord de la route à Kigali, voilà, ils sont là, ils sont devant vous, ils sont morts. Une maman et son enfant, voilà. Après, on n'est plus le même homme, hein, vous savez. Certains estiment qu'à cette époque,
tous ont péché par action ou par inaction, notamment donc la communauté internationale, parce qu'il y avait quand même des forces basées en Centrafrique, mais on a l'impression que tout le monde a assisté à cette horreur. Au Rwanda? Au Rwanda, oui. Oui, il y a le vote de la honte. C'est à la mi-avril 2014, c'est le vote de la honte, en effet, par lequel les 5 pays permanents du Conseil de sécurité retirent les 9/10 des forces de l'ONU du Rwanda, oui. 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 Et jusqu'aujourd'hui, le mal est là. Souvent, c'est les relations entre la France et puis le Rwanda qui sont également voilà, légitimes, moi non plus. Et puis, on a l'impression qu'on n'a pas fini de solder ce passif. Oui, bien sûr. Bah, quand vous avez en face de vous un génocide, voilà, vous êtes obligé de poser toutes les questions sur qui a fait quoi, bien sûr. Alors, comment faire du journalisme dans ce contexte-là? Parce que je parle du Rwanda, mais je parle aussi de la Somalie, théâtre de guerre. Vous êtes forcément d'une manière ou d'une autre, en tout cas accusé par un camp ou un autre. Non, je pense qu'il faut pas sans arrêt... à équidistance? Non, il ne faut pas sans arrêt mettre le journaliste dans la position de l'accusé. Enfin, je crois que le journaliste, c'est d'abord le reporter qui rapporte les faits. Je ne pense pas qu'il faille monter dans l'avion en se disant attention, je vais être accusé par tel camp, d'être pour tel autre, etc. Moi, quand je monte dans un avion pour aller raconter un événement quelque part, je me dis je vais le faire avec le plus d'honnêteté professionnelle possible. Et je ne me demande pas si je vais être accusé de ceci ou de cela, c'est l'honnêteté. L'honnêteté. Et l'équilibre, bien sûr. Et l'équilibre, c'est très important. Mais est-ce que avoir sur le dos la mention presse vous protège? Je pensais que le fait d'être journaliste... Alors c'est vrai qu'au début de ma carrière, le fait d'être journaliste me protégeait. Mais malheureusement, depuis... notamment l'assassinat de Jean Hélène à Abidjan en 2003, l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, c'était au Mali, donc en 2013. Je vois que, en fait, non, maintenant, quand on est journaliste, nous sommes devenus des cibles. Ça a complètement basculé dans l'autre sens. 1996, vous êtes rédacteur en chef adjoint Afrique de RFI. RFI et d'une manière générale, les médias internationaux sont accusés de ne donner à voir de l'Afrique que ce qui ne va pas. Des guerres, des famines, un tableau toujours sombre au détriment des choses positives. Alors comment vous réagissez à cela? Alors c'est vrai qu'on a coutume de dire que les journalistes ne s'intéressent qu'aux trains qui arrivent en retard. Les trains qui arrivent à l'heure, ça ne les intéresse pas. Et c'est vrai que c'est un reproche qui est fondé, parce que c'est vrai que les informations, quand on écoute le matin le journal de 6h30, c'est beaucoup de choses qui ne vont pas dans tel ou tel pays. Voilà. Mais je peux vous répondre aussi, Jean-Emmanuel, qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi dans des émissions comme l'Invité Afrique, comme le débat africain, comme Appel sur l'actualité, avec mes collègues Alain Foka, Juan Gomez, Priorité Santé avec Caroline Paré, vous avez des émissions magazines, des émissions débat, où on parle d'autre chose. Vous avez toutes les émissions économiques, les Afrique Éco, aujourd'hui l'Écho, avec Olivier Roger, Dominique Bayard, qui vous racontent une autre Afrique, un autre monde, un monde en développement, un monde en débat, en richesse intellectuelle. Donc je ne crois pas qu'il faille limiter notre travail de journaliste à la partie les trains n'arrivent pas à l'heure. Et puis certains pensent également que vous prenez toujours le parti, disons, des faibles, de l'opposition, des oppositions, disons, dans les différents pays. Pour peu qu'il y ait une manif, ça fait la une. Est-ce que tout cela ne fait pas que certains voient en vous, en tout cas des fauteurs de troubles à la limite? On raconte ce qui se passe. Encore une fois, notre métier, c'est de rapporter les faits tels qu'ils se passent. Quand il fait soleil, on ne va pas dire qu'il pleut. Et vice-versa. Mais, encore une fois, même si on raconte en effet une manifestation de l'opposition dans tel ou tel pays, on va donner aussi le point de vue du ministre de l'administration territoriale.
Depuis 2002, sur les ondes de RFI, vous recevez des personnalités africaines de toutes les sphères dans l'invité Afrique, des personnalités politiques, des personnalités du monde économique, des présidents, des hommes souvent, en tout cas, considérés comme difficiles, peu ouverts. Quel est le contrat de confiance avec ces personnalités qui acceptent de se prêter à vos questions? Le respect. D'abord, le premier contrat de confiance, c'est le respect. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes face à un chef d'État, vous savez que c'est un président de la République et que vous lui devez le respect, puisqu'il a été élu, parce qu'il est là, etc. Donc, la courtoisie aussi. Et puis peut-être la première marque de respect, c'est d'écouter votre interlocuteur. Je crois qu'à chaque fois que j'invite quelqu'un, je prends le temps d'écouter ses réponses, de le laisser finir ses phrases, d'écouter attentivement ce qu'il dit pour pouvoir profiter de cette réponse, pour pouvoir rebondir et m'appuyer sur sa réponse pour poser une deuxième question derrière. Vous avez dit les personnalités que vous invitez, est-ce qu'il arrive qu'on vous invite vous? Ça veut dire que... non, moi je suis journaliste, donc on ne m'invite pas. Non, quand je dis invité, ça veut dire que l'intention de l'interview vient de l'interviewer. Un président qui vous dit, Monsieur Boisbouvier, est-ce que vous pourrez m'interviewer par exemple? Alors, ce qui se passe assez souvent, c'est que voilà, je demande l'interview de tel chef d'État, son directeur de communication me dit pas maintenant mais plus tard, puis je rappelle 2 mois plus tard, il me dit encore pas maintenant mais plus tard, et puis à force de répétitions, de rappels, de nouveaux mails, etc. Le directeur me dit « Ok, c'est le bon moment, maintenant on y va ». Ou par exemple, je ne rappelle, il se passe 2 mois depuis mon dernier appel, et puis tout à coup, c'est lui qui me rappelle en me disant « Bon, c'est bon, maintenant on peut y aller ». Parce que souvent, une bonne interview, c'est quand un homme politique, une femme politique, a un message à faire passer. Il y a des moments qui sont plus propices que d'autres à faire une bonne interview. Si vous avez en face de vous un homme politique qui n'est pas prêt, qui n'est pas encore dans son bon timing pour parler, il ne faut pas forcer les choses, il faut attendre que ça vienne. Est-ce que dans certains cas, vous n'êtes pas obligé de respecter des lignes rouges, des tabous? Ça veut dire un président ou en tout cas une personnalité. Quelqu'un vous dit, bon, d'accord pour l'interview, mais voilà, on n'aborde pas telle question, ou alors, si on va l'aborder, que ce soit dans ce sens. Oui, ça arrive hein, qu'un homme politique me dise... je me souviens par exemple de Jean-Pierre Bemba, c'était à l'époque où il était poursuivi par la Cour pénale internationale, donc bien avant qu'il ne soit arrêté à Bruxelles et qu'il passe les 10 ans de prison que vous savez aux Pays-Bas. Il m'avait dit, Boisbouvier, je veux bien parler de tout, sauf des poursuites de la CPI contre moi. Et je lui dis, je suis désolé, monsieur le vice-président, mais c'est la question que tout le monde se pose. Donc si on fait une interview ensemble et que je ne vous pose pas cette question, les gens ne vont pas comprendre et ils vont penser qu'il y a eu un arrangement entre vous et moi avant l'interview. Et il a compris, il a accepté. Vous est-il déjà arrivé de faire des interviews que vous n'avez pas diffusées? Oui, peut-être à cause, mais ça c'est à cause de l'actualité. C'est-à-dire qu'il arrive que vous fassiez une interview et qu'entre le moment où vous l'avez faite et le moment où vous allez la diffuser... L'actualité évolue. Voilà. Mais il n'est jamais arrivé que l'interview vous dise, bon voilà, je ne veux pas qu'on diffuse cette interview. Si, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, si. Un opposant africain que j'ai interviewé un jour... une bonne interview où il disait des choses contre son président. Et puis, c'était pour diffusion le lendemain matin, parce que l'invité Afrique, c'est souvent comme ça, j'enregistre le lundi pour diffusion le mardi matin, etc., toute la semaine. Et puis, plus tard dans l'après-midi, il m'a rappelé en me disant « Ah, Christophe, ça va pas être possible. » Je lui ai dit bah, « Ça y est, c'est enregistré, c'est bon. » « Oui, mais j'ai parlé avec mon épouse et elle pense que c'est dangereux. » Et là, j'ai dit, ok, si vraiment, avec ton épouse, tu penses que c'est pas possible, eh ben, on arrête tout et puis on fera plus tard. Voilà. Et donc, vous avez rangé dans les tiroirs? J'ai rangé dans les tiroirs. Alors, les personnalités, je l'ai dit, vous avez eu affaire à des personnalités parmi les plus difficiles en interview. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué plus que d'autres? Des interviews en tant que telles, je ne sais pas. Il y a des femmes politiques, des hommes politiques, oui, qui m'ont marqué par leur personnalité. Oui, bien sûr, il y a des
un Mobutu, les anciens chefs d'État du temps de l'indépendance ou des années 60 qui avaient une forte personnalité comme Omar Bongo, comme ça laisse des souvenirs. Les interviews souvent tendues. Pas toujours. Par exemple, chez Bongo, il y avait le plaisir de la joute entre l'invité et son intervieweur. Il aimait les questions un petit peu cash, comme vous dites, parce qu'il savait rebondir. Il en profitait comme un spécialiste des arts martiaux, comme un judoka. Il profitait de l'arrivée de son partenaire pour rebondir, pour faire un mouvement de retour qui lui permettait de reprendre l'avantage. Il était fort pour ça, Omar Bongo. Monsieur Boisbouvier, des théâtres de guerre au couloir des grands sommets, vous cumulez aujourd'hui 35 ans, si je ne m'abuse, près de 35 ans de parcours, de carrière. Alors l'évolution de la pratique du métier sur le continent, comment vous la jugez? Il y a une liberté de la presse aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 35 ans. Il y avait des pays il y a 35 ans où il n'y avait pas de presse indépendante, où il n'y avait pas de radio libre. C'est une coïncidence, mais avec le changement de siècle, par exemple, sont arrivées les radios libres au Sénégal. Moi, j'ai vécu, par exemple, en 2000, la victoire d'Abdoulaye Wade contre Abdou Diouf au Sénégal. Il se trouve que c'est au moment du changement du siècle et du millénaire. Et c'est vraiment, si les urnes ont parlé, si la transparence des élections a pu être faite, c'est parce que... C'est le président sortant. C'est parce que vous aviez des radios libres comme Sud, comme Walfadjri, en plus de l'ORTS qui avait envoyé des reporters dans beaucoup de bureaux de vote de Dakar et de grandes villes de province. Et avec le nouveau téléphone portable de l'époque, c'était tout neuf le téléphone portable à l'époque, vous aviez en direct le reporter de Walfadjri à tel endroit de Dakar qui disait voilà, dans ce bureau de vote, c'est Wade qui est devant Diouf, etc., etc. Et donc, des choses qui étaient inimaginables dans les années 80. Il y a vraiment eu... grâce, je suis désolé de parler de radio à la télévision, mais voilà, c'est une réalité. La radio a été un instrument de libération en France dans les années 60, 70 et en Afrique dans les années 90, 2000. C'est plus facile de faire le journalisme maintenant qu'avant, vous voulez dire, sur le continent. Oui, encore une fois, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de la sécurité, c'est moins facile, mais si on parle de la liberté, c'est plus facile, oui. Alors d'une manière générale, vous avez dit la situation de la liberté de la presse a évolué de façon positive, comme vous l'avez dit, sur le continent, avec l'émergence, bien sûr, l'ouverture, disons, du paysage médiatique. Mais les pays africains, jusqu'à présent, restent quand même les moins bons élèves en matière de respect de cette liberté. Si on s'en tient au classement de Reporters sans frontières, dans certains pays, le paysage médiatique reste quand même assez verrouillé. Est-ce que aujourd'hui, ce n'est pas quand même quelque chose d'anachronique? Oui, vous avez raison. Ouais. La liberté de la presse, c'est vraiment un combat quotidien. Le correspondant de RFI à Yaoundé a été brutalisé par les forces de l'ordre le mois dernier à Yaoundé. Il a dû passer à l'hôpital pour subir des soins. RFI a fait un communiqué pour protester contre les brutalités dont Polycarpe Essomba a été la victime. Oui, c'est un combat quotidien, la liberté de la presse, tout ça parce qu'il avait couvert une manifestation de l'opposition d'ailleurs. On est obligé sans cesse de faire attention. On a aussi le soutien d'un certain nombre d'associations de journalistes africains, de syndicats de journalistes africains, d'organisations internationales comme Reporters sans frontières. C'est un combat collectif. C'est pas à vous et moi de se battre pour la liberté de la presse, c'est à nous tous ensemble. Il faut que tous les journalistes soient soudés et il faut que les autorités, que ce soit au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout, au Congo-Kinshasa, nous aident et fassent passer
des consignes de respect de notre métier aux forces de l'ordre, à toutes les personnes qui pourraient porter atteinte à notre liberté de travail. Mais est-ce que cette liberté, à un certain moment, il n'y a pas également quand même une certaine ligne, peut-être des Rubicons que les journalistes aussi ne doivent pas franchir? Je pose la question, je suis épris de liberté pour les journalistes. Au Cameroun, on a vu un journaliste accusé de connivence avec des terroristes, tout simplement parce que peut-être il avait eu le contact pour, bien sûr, des besoins d'information des auditeurs. Est-ce que là, le curseur, où est-ce qu'on le met? Alors, si vous parlez du dossier de Ahmed Abba, notre confrère Ahmed Abba, oui. RFI en langue Haoussa, qui a fait 2 ans de prison au Cameroun, le dossier était vide, il n'y avait rien contre lui, mais vraiment rien. Et c'est après 2 ans de mobilisation que la justice camerounaise l'a relâché sans aucune poursuite contre lui. Mais au-delà du cas de Ahmed Abba, évidemment que nous, journalistes, je comprends les gens qui peuvent être, ce soir nous regardent en disant il ne faut pas que les journalistes se croient tout permis. Ils ont raison. Il n'y a pas de métier au-dessus des lois. Nous devons respecter les lois, nous aussi. Et donc, attention à ne pas insulter. Alors d'abord, une première chose, vraiment j'y reviens sans cesse depuis le Rwanda, attention à ne pas attiser la haine ethnique, à ne pas provoquer des violences chez ceux qui nous écoutent, chez ceux qui nous regardent. C'est pour moi la règle la plus fondamentale qui soit. La première chose qui compte, c'est la vie. Voilà. Et puis ensuite, attention à ne pas insulter les gens et attention à ne pas diffamer les gens, à ne pas les accuser sans raison, sans fondement. Et pour cela, il y a des lois, il y a des règles. Il est normal que si des gens se sentent accusés à tort par telle radio, telle télé, tel journal de presse écrite, ils puissent porter plainte. Donc, liberté et responsabilité. Liberté et responsabilité. La seule chose que je pense il faut éviter, c'est que pour ces éventuels abus de la part des journalistes, il n'y ait pas la prison. Il ne faut pas qu'un journaliste aille en prison pour ce qu'il a dit ou pour ce qu'il a écrit. Ici, la délicatesse de la question. Vous, Christophe Boisbouvier, aujourd'hui, vous avez un tuyau pour faire, par exemple, une interview avec un leader d'un mouvement terroriste. Je donne l'exemple, comme ça. Est-ce que après l'interview, vous pouvez comprendre qu'on vous accuse de ne pas avoir peut-être donné aux forces de défense ou aux militaires qui luttent contre ces terroristes-là peut-être des informations qui leur auraient été utiles? Je n'ai jamais été confronté à ce problème, je n'ai jamais interviewé de terroristes. Des confrères ont été confrontés à ce problème, c'est vrai. On ne peut pas exclure a priori une interview de terroriste, mais attention au message qui va passer, attention à ce qui va... vous pouvez, enfin j'imagine, parce qu'encore une fois je vous le dis Jean-Emmanuel, ça ne m'est jamais arrivé personnellement, attention à ne pas permettre à ce terroriste de faire de l'encouragement à la violence, de faire du recrutement de terroristes, de profiter de votre média pour essayer de véhiculer le pire. Attention quand vous dînez avec le diable. C'est bien noté, M. Boisbouvier. Sur le continent, de nombreux journalistes ont payé le plus fort. Vous avez cité des journalistes de RFI, Norbert Zongo au Burkina Faso en 1998. Est-ce que vous avez eu à un certain moment peur pour votre vie? Oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui. Oui. Des menaces claires? Oui, ça m'est arrivé. Oui. Oui, quand vous allez dans un pays en guerre, oui, il arrive des moments où c'est difficile, oui. En Somalie, au Rwanda, oui, j'ai eu des moments, oui, j'ai traversé des moments difficiles, oui. Pour les jeunes journalistes qui nous regardent, qui nous écoutent, je dirais qu'il faut travailler avec son rédacteur en chef. Quand vous partez en reportage, il faut vraiment bien préparer le reportage. Il faut faire attention avec qui vous allez travailler sur le terrain, ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire un monsieur qui est sur le terrain et qui vous aide à rencontrer guide un peu votre guide, à la fois chauffeur, traducteur,
intermédiaire pour rencontrer un certain nombre de personnalités. Il faut bien le choisir parce que le pire de tout, c'est un fixeur qui est complice des terroristes et qui va faciliter votre enlèvement par les terroristes, par exemple. Vous voyez, il y a plein de choses à savoir avant de partir en reportage maintenant qu'on a apprises au fil des années. Il faut travailler en groupe, c'est mieux. Il faut travailler en pool, plusieurs journalistes ensemble sur un terrain de guerre. Parce que quand on est plusieurs, on se protège les uns les autres. Enfin voilà, il y a des règles à connaître. Comment vous appréciez le paysage médiatique du Burkina Faso? Vous êtes là au Burkina pour la énième fois, je sais que vous êtes venu plusieurs fois. Est-ce que quel est le regard que vous jetez sur la situation au Burkina? Dans le classement de RSF, le Burkina fait partie des bons élèves. Oui, c'est un pays où il y a une presse indépendante depuis de nombreuses années, presse écrite, radio, télé. Moi je dirais que c'est l'une des bases, c'est pas la seule base, il ne faut pas faire de la presse le centre du monde bien sûr, mais c'est l'un des fondements de la démocratie. Et oui, le Burkina Faso, bravo quoi. Mais est-ce que ce n'est pas également le fruit de l'évolution politique, disons? Parce que depuis 2014, par exemple, l'insurrection, on a eu un printemps des médias. Après également cette insurrection, beaucoup de médias, de nouveaux médias qui se sont créés. Bien sûr, oui, c'est lié. Bien sûr que c'est lié à la situation politique. Est-ce que ça peut être dissocié? Bien sûr que c'est... Mais alors c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Est-ce que ce sont les médias indépendants qui créent la démocratie ou est-ce que c'est la démocratie qui crée les médias indépendants? Je pense que c'est un cercle vertueux. Alors aujourd'hui, que ce soit au Burkina ou d'une manière générale dans la plupart des pays, le journalisme est un peu à l'épreuve, disons, des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, à une certaine époque, c'était difficile de publier une information sans passer par les médias classiques. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Un téléphone portable, un smartphone, et puis bon, une petite correction, et puis facilement on diffuse de l'information. Alors comment exister en tant que journaliste dans ce contexte-là? Oui, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi pour nous journalistes d'être confrontés à tous ces journalistes amateurs qui font quelquefois du bon travail. Hein. Il faut reconnaître que quelquefois votre voisin de quartier, il joue au journaliste sur tel événement, il est témoin de quelque chose, il raconte quelque chose d'intéressant. Bon, cela dit, attention, parce que souvent, c'est téléguidé. Souvent, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est de la propagande. Hein. Pour tel candidat aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France ou ailleurs, ou en Russie, derrière, vous avez des trolls qui font quasiment des messages en chaîne, des usines de fake news. Des usines de fake news. Et c'est là vraiment, je crois que notre rôle à la RTB, à RFI, à tout le monde, c'est à tous nos médias que nous sommes au Burkina Faso, en France et ailleurs, c'est d'apporter justement une crédibilité. Nous, j'ose l'espérer, grâce à l'honnêteté professionnelle que nous partageons, nous donnons une information crédible parce que nous mettons vraiment notre dignité en jeu. C'est notre dignité de journaliste de dire la vérité et de ne pas être un instrument de propagande. Donc je pense que les vrais médias, les vrais journalistes ont encore un bel avenir devant eux parce que nous sommes crédibles. Est-ce que le risque aujourd'hui, ce n'est pas de courir au scoop parce que c'est une course à la primeur de l'information. On voit que les réseaux sociaux aujourd'hui sont beaucoup plus spontanés. Et la plupart du temps, les médias classiques viennent pour confirmer des informations déjà données par les réseaux sociaux. On a vu récemment la libération des otages au Mali. Beaucoup de médias ont annoncé bien avant qu'ils avaient été libérés, alors que ce n'était pas encore fait. On a l'impression que les réseaux sociaux poussent aujourd'hui les médias classiques dans la recherche du scoop et de l'instantanéité. Oui, c'est vrai. Et c'est un risque pour la profession. Votre exemple est intéressant parce que quand Soumaïla Cissé, Sophie Petronin et les deux otages italiens, quand on a commencé à parler de leur libération à RFI, on a fait très attention. On n'a rien annoncé à l'avance. On a dit voilà,
il se passe des choses, il y a un certain nombre de djihadistes qui ont été libérés hier, ce qui pourrait être le signe que, toujours au conditionnel, sans rien annoncer de fait. Et on s'est dit, RFI c'est une radio de référence, c'est une radio que les gens écoutent quand ça va mal, souvent dans les pays où il y a des tensions et que les gens se barricadent à la maison, ils se mettent spontanément sur RFI. On s'est dit, notre crédibilité, c'est justement de dire les choses une fois qu'elles se sont vraiment passées, une fois qu'on a vérifié. La vérification des faits. Donc on a attendu le jeudi soir de l'annonce officielle de la libération de ces 4 otages pour l'annoncer. On ne l'a pas fait dès le mardi, comme les réseaux sociaux. Et je pense que... La course au scoop est dangereuse. Moi je pense que les auditeurs de RFI ou vos téléspectateurs, ils savent que quand c'est pas sur le média qu'ils ont l'habitude d'écouter, c'est que c'est pas encore vrai et qu'il faut attendre que ce soit annoncé. Faut-il réguler les réseaux sociaux, selon vous? Oui, mais sans non plus entraver la démocratie. Encore une fois, il faut réguler quand ce sont des appels à la violence et à la haine. Alors là, il faut être intraitable. Mais après, quand ce sont des opinions, quand vous dites moi je préfère le blanc au rouge, le vert au bleu, non, il ne faut pas réguler ça. Voilà. Les fake news, vous en avez parlé tantôt. Aujourd'hui, certains estiment que c'est devenu une arme de destruction massive, les fake news. Certains estiment que les fake news ont influencé même les résultats du vote dans la première démocratie du monde, aux États-Unis. Aujourd'hui encore, on accuse certains pays d'être des usines de fabrication de fake news. Alors quelle est la lecture que vous faites de cela? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on est obligé maintenant de mettre des fact-checkers, des gens qui sont là juste pour vérifier si ce qui est dit est vrai ou est faux, est-ce que ça, aujourd'hui, quand même, ce n'est pas un gros travers, ce n'est pas un gros risque pour la marche du monde? Parce que les idées souvent sont venues. Oui, je suis d'accord, oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est pour ça qu'il faut contre-attaquer. Sur RFI, tous les vendredis matins, avec Sophie Malibaud, vous avez une émission qui s'appelle Les Dessous de l'Infox, qui raconte justement comment des fake news démarrent et ensuite se propagent sur les réseaux sociaux. Vous avez l'agence France Presse fait le même travail, France 24 fait le même travail. Il faut expliquer aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux lecteurs, attention à telle manipulation, attention à telle intoxication, vous ne vous faites pas avoir. Ça aussi c'est le rôle du journaliste. Alors on va parler à présent actualité dominée bien sûr par la maladie à coronavirus, le Covid-19 aujourd'hui, qui est devenu véritablement un problème pour l'ensemble du monde. Aucun pays n'est épargné. Des chiffres records dans votre pays, encore 30 000 cas en un seul jour, si je ne m'abuse, en France. Aujourd'hui, quels sont selon vous les enseignements qu'il faut déjà tirer sur le plan humain, sur le plan philosophique un peu de cette maladie? Parce qu'on a l'impression que c'est une maladie qui remet en cause la toute-puissance, disons, de l'humanité. En tout cas, c'est une maladie qui oblige tous nos gouvernements à beaucoup d'humilité et à revenir sur des décisions qu'ils avaient prises. Regardez par exemple en Europe, la règle des 3% maximum de déficit, elle est complètement balayée. On emprunte pour payer le sanitaire, etc. Face à ça, nous les journalistes, on a encore plus de responsabilités parce qu'on a remarqué que, notamment à partir du mois de mars dernier, on a eu beaucoup plus d'auditeurs, par exemple sur RFI, dans le monde entier, parce que les gens étaient inquiets. Donc on a un devoir d'information et on a un devoir aussi de rigueur scientifique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi aux auditeurs par rapport à cette maladie. Donc les gestes barrières, on les répète sans arrêt sur l'antenne, et puis les interprétations. On le fait avec le plus de précautions à la question par exemple pourquoi apparemment le continent africain est moins impacté. L'OMS avait prédit l'hécatombe sur le continent. Voilà, donc c'est la bonne nouvelle de ces derniers mois, c'est que le continent africain est moins touché que d'autres. Comment l'expliquer? Il y a plusieurs interprétations possibles. On a interviewé il y a un mois
le patron d'SOS Médecins à Dakar, on a interviewé il y a une semaine le patron de l'OMS à Addis Abeba. Voilà, on fait très attention, il y a des interprétations scientifiques, à chaque fois on donne la parole à des médecins, des biologistes, des épidémiologistes, qui peuvent nous donner une parole crédible. La crédibilité, c'est vraiment le mot-clé dans cette période de grande incertitude. En tout cas, ça nourrit également beaucoup de thèses assez, disons, fantaisistes sur l'apocalypse et sur aujourd'hui le fait de revenir à la condition humaine. Parce que beaucoup ne pouvaient pas s'imaginer qu'un pays comme les États-Unis, première puissance du monde sur tous les plans, puisse à ce point être mis à genoux par un virus. Et jusqu'à présent, est-ce que ça quand même, ça n'interroge pas sur les convictions que nous avions jusqu'à présent? Ah bah ça nous rappelle, je vous disais tout à l'heure que j'étais passionné d'histoire, notamment quand j'étais étudiant, j'avais travaillé sur la grande peste qui avait ravagé l'Europe au XIVe siècle. Un tiers de la population européenne est morte de la peste au XIVe siècle. Et je me disais, quand j'étais étudiant, je me disais, bon, ben, ça c'est de l'histoire, c'est du passé. Eh ben non. Non, non, l'histoire continue. C'est pas parce qu'aujourd'hui on va sur la Lune qu'on échappe aux grandes épidémies. Hein. Thomas Sankara, 33 ans après son assassinat, l'anniversaire a été commémoré cette semaine, ce 15 octobre, au Burkina Faso. Alors, 33 ans après, on estime aujourd'hui qu'il est encore plus célèbre qu'au temps fort de la Révolution. Je ne sais pas d'abord, est-ce que vous l'avez connu? Non, j'ai pas eu la chance de l'interviewer avant le 15 octobre 87. Ouais. Mais pour vous, comment vous analysez cela? Comment aujourd'hui on peut expliquer que Thomas Sankara soit aujourd'hui la figure de la jeunesse, au-delà du Burkina, on peut dire la jeunesse africaine? Oh, parce que c'est la fierté nationale, parce que c'est la souveraineté, parce que c'est l'affirmation de l'identité burkinabé. Et au-delà de l'identité africaine, je me souviens, parce que j'étais à Paris, mais j'avais suivi ça en direct, je me souviens de cette conférence de presse. Je crois que c'était en 85, lorsque Mitterrand était passé à Ouagadougou et que Sankara avait interpellé Mitterrand sur l'apartheid. C'est un grand moment quand même, c'est un grand moment de politique et de relations entre l'Afrique et la France. Il a toujours tenu tête, pas seulement à la France, on se souvient aussi de ses discours à la tribune des Nations Unies. Absolument. Et puis à l'Union africaine. Aujourd'hui, ce sont des discours qui continuent de résonner parce que c'était, pour un jeune président à l'époque, c'était assez osé. Est-ce que ce n'est pas ça? Oui, et puis alors lui, pour le coup, il avait le sens de la communication. Des phrases courtes, incisives, le sens de la formule, il passait bien à la télé et à la radio, souvenez-vous. Enfin non, vous êtes trop jeune, mais excusez-moi. Mais je les ai écoutés. Voilà, Monsieur Bobouvier, on va aborder deux petits points pour finir. L'insécurité d'abord, la bande sahélo-saharienne qui est en proie à cette insécurité, au terrorisme depuis de longues années, y compris bien sûr le Burkina, Ouagadougou qui a fait l'objet d'attaques, avec une lutte qui s'organise sur le plan militaire, avec Barkhane, le G5 Sahel, les armées des pays concernés, qui aujourd'hui se démènent face à l'hydre terroriste. Quel est le regard que vous jetez aujourd'hui sur ce défi-là, et puis sur cette bataille engagée contre le terrorisme? Alors moi je ne peux pas parler politique, moi je suis journaliste et je vous l'ai dit avant qu'on démarre cette émission, Jean-Emmanuel, je ne me prononcerai pas sur les événements politiques en tant que tels, parce que je ne suis pas un homme politique, hein, voilà. Simplement ce que je peux dire, c'est que pour nous journalistes, ça pose question. Parce que c'est de plus en plus difficile de travailler. Hein. On a été très, très marqué à RFI, justement, le 2 novembre 2013, par l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon à côté de Kidal, au Nord-Mali. Et on se bat, en fait, on se bat aujourd'hui, justement, pour que on retrouve, on a identifié les assassins, c'est-à-dire les 4 membres du commando et les 2 commanditaires, et parmi ces gens-là, un certain nombre sont encore vivants, hein, et continuent d'ailleurs d'être actifs du point de vue terroriste.
Et on se bat justement pour que ces gens rendent compte devant la justice, qui ne bénéficient pas d'une impunité permanente. Vous savez que dans le monde, 9 assassinats de journalistes sur 10 restent impunis. Et donc notre lutte, on a créé une association, les amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, notre lutte c'est ça, c'est qu'un jour ces gens soient capturés, jugés, et que cette zone sahélienne dont vous venez de parler ne soit pas une zone de non-droit. Certains parlent de sahélistan. Ben oui, ou d'afghanisation. Ou d'afghanisation. Voilà, ce ne soit pas une zone de non-droit. Et le retour dans le camp des optimistes qu'on sorte un jour de ce tunnel, qu'on puisse pacifier, ou est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que c'est parti pour, disons toujours? Je suis un optimiste lucide, c'est-à-dire que je crois que ça va prendre beaucoup de temps. Je pense que ce n'est pas une affaire d'1 an ou de 2 ans, ça va prendre du temps. Il faut avoir certainement plus de patience et de ténacité que les gens d'en face pour venir à bout de cette bataille. La Côte d'Ivoire, c'est vrai que vous avez dit que vous n'allez pas évoquer les questions politiques, mais je m'en voudrais quand même de ne pas vous poser la question des élections en Guinée, des élections en Côte d'Ivoire, des présidents qui se présentent envers et contre l'opposition. En Côte d'Ivoire, il y a eu encore un appel au boycott cette semaine de l'opposition. Ils appellent leurs militants à un boycott actif du processus électoral. Beaucoup estiment que c'est encore, en tout cas, des ingrédients qui sont réunis pour qu'à tout moment, et puis, en tout cas, que la Côte d'Ivoire risque encore de sombrer. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? Alors, encore une fois, moi je ne parle pas politique, je parle simplement liberté de la presse. En Guinée, il y a eu donc cette campagne électorale où les journalistes ont pu travailler, couvrir à la fois la campagne d'Alpha Condé et la campagne de Cellou d'Alain Diallo. Donc il y a certainement plein d'événements politiques qu'on peut commenter, mais ça c'est pas mon rôle et je remarque que les journalistes ont pu travailler. La Côte d'Ivoire, c'est un pays où depuis 1999, depuis le putsch de Noël, la violence est présente dans le débat politique. Le débat politique se termine souvent par de la violence, il faut bien dire les choses. Et là-dedans, les journalistes souffrent. Jean Hélène a été assassiné en octobre 2003, c'était un ami. Voilà, je crois que les réseaux sociaux n'arrangent rien, parce que vous avez maintenant des attaques ad hominem, vous avez maintenant des attaques personnalisées contre tel ou tel journaliste. Il y avait déjà, il y a 20 ans, des journaux de presse écrite qui mettaient la photo d'un journaliste avec quasiment son numéro de téléphone pour dire voilà, attention à ce journaliste, pour le menacer, pour l'intimider. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut proscrire. C'est vraiment, c'est la pire des choses, quoi. Si on s'attaque aux journalistes, on s'attaque aussi à la démocratie. Christophe Babouvier, merci. Merci Jean-Emmanuel. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche qui s'achève. Merci encore de votre disponibilité. À bientôt. À bientôt. Madame, Messieurs, Sur la Brèche pour ce soir, recevez donc M. Christophe Babouvier, journaliste à Radio France Internationale. Merci pour votre attention et à dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.